Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh bien voilà, on est heureux aujourd'hui d'avoir non pas un résistant, mais une résistante, Marion Saint-Michel. Bonjour. Bonjour Nous, Alexis et bonjour à tous. voilà, nous sommes véritablement ravis de vous accueillir parmi nous. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je rappelle, vous êtes psychologue. Vous avez écrit un livre que je vais afficher tout de suite à côté de nous, Gouvernance perverse, tout un programme. On va en discuter et puis on va discuter un petit peu, notamment avec un psychologue que vous êtes, pour comprendre déjà la première chose, qu'est-ce que la perversion, quelle est sa définition, je dirais, sur un plan de vue médical. La perversion est effectivement assez mal connue. Elle est souvent, surtout très sous-estimée en fait. On connaît tous les pervers narcissiques et quelquefois on abuse un tout petit peu d'ailleurs du mot et dès qu'on a un ex-mari ou une ex-femme avec qui on s'est disputé, on le transforme vite en pervers narcissique. Mais la perversion n'est pas une pathologie d'ailleurs, hein. C'est vraiment un dévoiement comportemental dont on ne sait pas tout, mais qui se caractérise beaucoup par le besoin de dominer autrui. On sait que c'est une pathologie à l'origine, en tout cas un dévoiement d'origine narcissique, c'est-à-dire qu'il y a un grand manque de cohérence narcissique et une fragilité narcissique chez les personnes qui sont touchées par la perversion en général, et elles compensent cette fragilité narcissique par le besoin de domination sur autrui, et aussi, ce qui est le plus grave quelque part, une véritable jouissance à faire mal, à dominer, à humilier parfois, à inférioriser. Donc c'est la caractéristique, c'est beaucoup ça. C'est aussi bien sûr beaucoup de mensonges et ça, malheureusement dans le domaine de la gouvernance, ça m'a semblé tout à fait adapté de parler pour ça aussi de perversion. Énormément de mensonges et aussi une tendance à inverser à peu près tous les propos. C'est-à-dire d'une part à inverser la réalité de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire à afficher que l'on veut faire blanc alors qu'en réalité on veut faire noir. Et ça c'est très net depuis ce que l'on vit là depuis 5 ou 6 ans et encore ces dernières semaines, c'est malheureusement extrêmement précis. Et c'est aussi la tentative d'inverser toutes les valeurs, c'est-à-dire que ce qui était beau devient laid, mais malheureusement ce qui était laid devient beau. Et on essaie de convaincre les populations, parfois de convaincre l'autre quand il s'agit d'une relation interindividuelle, mais là, en l'occurrence, sur un plan politique, on essaie de convaincre les populations que ce qui est mauvais pour elles, finalement, va être bon, alors que ça n'est évidemment pas le cas, que ce qui est laid, finalement, va être beau, que ce qui est censé, finalement, les détruire est là pour les aider. Là, je pense, par exemple, à la loi actuellement en discussion sur l'aide à mourir. Donc, d'une certaine manière, finalement, on arrive à un système où, quand on veut essayer de comprendre quelle est l'intention véritable de nos gouvernants, nous nous retrouvons obligés de quasiment inverser tous leurs propos pour avoir une petite idée de ce que doit pouvoir être la vérité. Cette inversion permanente est une des caractéristiques les plus graves, les plus difficiles. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que vous l'avez dit souvent dans une fin de relation, dans un couple, on dit, on parle de pervers narcissique en essayant de masquer un petit peu ses faiblesses et peut-être ses erreurs commises aussi. Ça permet de se dédouaner de la personne que l'on a quittée. En politique, tout ce que vous venez de dire, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Pour tout vous dire, où ça... Je pourrais peut-être deviner qui. Ouais, je pense qu'on va y arriver de toute façon assez naturellement. Ils sont plusieurs aussi. Ils sont plusieurs, bien entendu, mais enfin, je pense qu'on pense à la même personne qui nous gouverne. Ce qu'il me semble, et vous allez me dire si la psychologue que vous êtes, si la définition est bonne, une personne narcissique, c'est finalement quelqu'un qui n'a pas du tout d'empathie, qui est dans une manipulation permanente, dans cette volonté d'assouvir les autres quelque part, mais avec un sourire, avec une gentillesse, avec un...
Alors attention, toute personne narcissique n'est pas perverse, hein. Je me permets de dire ça tout de suite. Il y a énormément de C'est gens qui pervers, sont narcissiques, j'ai hein. dit narcissique. Bon, ça Non, c'est pervers. c'est pas Pardon. trop grave, c'est pas toujours très agréable à vivre pour les autres, mais c'est pas nécessairement dramatique. Non, il s'agit bien de perversion. On parle de pervers narcissique parce que l'origine de la perversion est un trouble narcissique, mais malheureusement, la dominante, c'est bien la perversion. Et par contre, c'est bien ce que vous décrivez. Oui, c'est tout à fait ce besoin de Ah, domination sur autrui, cette incapacité, bien sûr, à se remettre en question. Le pervers ne se remet jamais en question, c'est toujours la faute de l'autre. Il est dans ce qu'on appelle en psychologie la projection permanente, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, c'est toujours la faute de l'autre. Ça aussi, nous avons beaucoup ça actuellement, hein, dans l'actualité et dans la politique. Le pervers n'est jamais responsable de rien, finalement, hein. C'est toujours parce que les Gaulois sont réfractaires, parce que les Français sont ingouvernables, parce que nous n'avons rien compris, nous sommes les pires imbéciles possibles. Ce sera de toute façon toujours notre faute, hein, et jamais celle de nos gouvernants, dans cette logique-là. Ouais, ouais, c'est vrai, et ça me rappelle une phrase justement d'Emmanuel Macron qui parlait de ceux qui n'arrivaient pas à trouver un emploi, qui disait ils n'ont qu'à traverser la rue. C'est ça. Voilà, c'est toujours, il y a en fait une bonne logique que Oui, nous, gueux, finalement, n'avons pas compris, mais que heureusement, exactement. lui en tant Oui, que. Voilà. ces petites phrases aussi qui peuvent paraître à la fois anodines et assassines, en fait, elles sont très stratégiques parce que l'objectif de ces petites phrases, c'est d'humilier Oui. les populations, hein, en tant que Français et aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que peuple, c'est de se sentir vraiment relégué à quelque chose de très bas, hein. Donc, il ne faut pas croire que ce soit uniquement une arrogance personnelle, c'est extrêmement stratégique. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est vraiment pour essayer d'expliquer que ce que nous prenons parfois pour des débordements, des excès ou des maladresses ou des incompétences, à mon avis, n'ont rien à voir avec ça. C'est vraiment quelque chose de stratégique. Ben voilà, c'était exactement la question que j'allais vous poser. Oui. Finalement, vous m'avez devancé. J'allais vous dire, est-ce que la perversion politique, c'est une méthode, c'est une stratégie? Oui. Voilà, Oui, oui. vous y avez Alors, répondu. c'est une méthode, c'est une stratégie. Et ce que je commence à comprendre que j'avais moi-même certainement sous-estimé et que, par exemple, une affaire comme l'affaire Epstein nous révèle, c'est que c'est malheureusement même, probablement aujourd'hui, l'essence même du pouvoir. Et ça, je l'avais sous-estimé. Je pensais que c'était important, que ça leur était utile, que c'était une méthode. Et en fait, on voit à travers ce qui s'est passé sur le plan international et toutes les ramifications qu'on découvre, en tout cas que moi je découvre, hein. Je sais qu'un certain nombre de personnes étaient déjà bien au courant, mais que vraiment ce côté presque industriel, si j'ose dire, de la perversion démontre qu'il y a une essence même. Hein, il y a vraiment un désir d'inversion de tout et je pense qu'il y a vraiment un désir de destruction de ce qu'il y a de plus noble dans l'humanité, hein. Il y a quelque chose d'assez spirituel quasiment derrière ça, hein, mais malheureusement une spiritualité basse, une spiritualité mauvaise et qui consiste à vouloir abîmer tout ce que l'humanité a pu produire de plus beau. Alors, j'ai envie de vous demander finalement quel est le but de cette stratégie perverse en politique. Est-ce que c'est une volonté simplement de rabaisser les gens, de leur faire perdre confiance, de les mettre dans une situation où ils perdent leurs repères, notamment Oui, Macron utilise une stratégie de communication qu'on a appelée il est entre deux à chaque fois où mais en j'ai un même trou de temps, mémoire. le en même Pardon? temps, Mais en le même en temps, même merci. temps. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Cette stratégie en même temps, en fait, c'est un petit peu comme on pourrait faire perdre ses repères visuels, ses repères sonores à quelqu'un, un peu comme un aveugle. Voilà. C'est une déstabilisation. Le premier objectif de ce genre de fonctionnement, c'est de sidérer les personnes, en fait, hein, de les rendre confuses. Quand on vous dit une chose et son contraire, pour beaucoup de gens, au début, vous essayez de trouver la compatibilité, en fait, hein, nous sommes faits comme ça. On nous dit deux choses qui nous paraissent contradictoires, on se dit il doit y avoir une compatibilité quelque part et on commence à réfléchir. Mais quand c'est sans arrêt blanc et noir qui se suivent, comme ce qu'on a eu par exemple pendant la crise Covid, il se produit une sorte de saturation, bien sûr, qui est suivie d'une sidération. Et finalement, pour beaucoup de gens, il y a le renoncement à penser. Ce genre de en même temps a pour objectif de sidérer les personnes, de les amener à renoncer à penser ou à avoir une pensée dissociée, c'est-à-dire à se sentir, à vivre sur plusieurs plans sans savoir quel est le plan juste et quelle doit être leur réaction. Donc bien sûr, ça favorise la soumission.
Hein, D'accord. beaucoup de Mmh. choses sont faites pour nous empêcher de penser. La maltraitance des mots aussi, j'en parle pas mal dans mon livre parce que cette façon qu'ils ont d'euphémiser un peu tout. Je prends l'exemple récent de l'aide à mourir, qui n'est pas du tout une aide à mourir, Mmh. elle s'adresse à des gens qui ne sont pas nécessairement prêts de mourir du tout. Mais quand on vous dit on fait une loi sur l'aide à mourir, spontanément, sachant que la plupart des Français ne liront pas le texte, vous vous dites ben, formidable, ils sont en train d'organiser quelque chose pour que dans ces moments ultimes, je ne sois pas seul, je ne sois pas laissé à la souffrance. Enfin, on a tous envie d'y croire et de se dire quelle excellente idée que de penser à ça. Hein. Et la réalité qui est derrière, c'est pas du tout une aide à mourir. C'est de pousser vraiment les gens. En fait, c'est une euthanasie économique, comme l'a dit justement Marie de Henzel il y a quelques jours dans une émission. C'est tout à fait ça. Donc, vous voyez comment les mots aussi sont distordus. On a ça depuis 40 ans, la distorsion des mots, mais aujourd'hui, c'est vraiment un florilège. C'est de plus en plus important. Et c'est une façon de repérer, quand on vous emploie un mot pour un autre et qu'on essaie de faire un glissement comme ça, vous pouvez tout de suite vous dire qu'on est en train d'essayer de vous tromper, de vous manipuler et de vous dissimuler la réalité de ce qui est poursuivi par derrière. La déstabilisation est donc un facteur en fait d'asservissement Oui. donc de nos hommes politiques sur nos concitoyens. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Vous parliez tout à l'heure de Covid. Je pense que la situation aujourd'hui internationale est extrêmement tendue et anxiogène. On a l'impression de ressentir, et ça se voit même au travers des Français, dans les discours qu'on peut avoir avec nos amis, avec nos familles, en repas, etc. Parler politique devient un véritable enjeu. Si on tient à sa famille, si on tient à ses amis. Oui, ça devient très compliqué. Ils ont Les gens beaucoup sont privé. perdus. Est-ce qu'on peut retrouver dans cette situation internationale, dans le Covid dont vous parliez, justement les marqueurs de cette perversion politique? Alors la situation internationale, c'est encore plus compliqué parce que d'une certaine manière, on ne sait pas nécessairement qui joue possiblement dans le camp, j'ose pas dire du bien, mais c'est un peu ça quand même. Et il est possible, tout n'est pas noir et blanc, il est possible, si on prend une personnalité comme Trump par exemple, il est possible qu'il soit lui-même pris dans des réseaux complexes, hein, je crois que c'est un petit peu le cas quand même, qu'il ait à la fois un désir de protection des États-Unis, qu'il ait à la fois un désir de faire ressortir certaines affaires et de nettoyer un petit peu ces écuries d'Augias. Hein. Il avait parlé de nettoyer le Marais. C'est pas parce qu'on en parle qu'on veut le faire, mais quand même, il a fait objectivement des choses qui vont dans ce sens. Et en même temps, il est possible qu'il soit pris par d'autres contraintes au niveau international. Donc, c'est compliqué de voir qu'on n'a pas, et c'est vraiment ce sur quoi j'insiste aussi dans mon livre et quand je fais des commentaires là-dessus, il faut qu'on arrive à avancer en se disant qu'on n'a rien de tout blanc et tout noir. Vous savez, c'est un petit peu comme le principe de la philosophie chinoise où dans le yin et le yang, vous avez toujours une pointe de noir dans le blanc et une pointe de blanc dans le noir. Et il est probable que c'est surtout ça. Des forces à la fois matérielles et subtiles sont probablement à l'œuvre un peu partout, surtout en Occident. Il y a une sorte, à mon avis, si vous voulez, de combat spirituel même, hein, on pourrait dire, entre le bien et le mal peut-être, et puis entre des forces qui se pensent défendre le bien et d'autres qui veulent sans doute défendre le mal. Donc tout ça est assez complexe et il nous faut avancer, je pense, sans chercher nécessairement le chevalier blanc ou l'incarnation du mal, ce qui sera encore une façon de risquer d'être injuste et de se tromper. Voilà, donc ça c'est sur le plan international. Après, sur le plan français, c'est d'une certaine manière beaucoup plus clair, puisque, enfin si j'ose dire beaucoup plus clair, il faut se dire que tout est un théâtre d'ombre et que je pense que j'en suis au point de penser personnellement que chacun des acteurs en France aujourd'hui a un rôle à tenir et qu'il le joue dans l'idée de diviser les Français, de diviser aussi, de nous diviser moralement également, hein, voire de nous rendre fous. Hein. C'est Louis Fouché qui disait il y a quelque temps qu'un des enjeux de cette période, c'était de ne pas devenir fou. Mais il est très clair que quelque part, ils ont ce désir de nous rendre fous. Hein, de nous pousser d'un côté, de nous pousser de l'autre, de nous submerger à la fois d'informations et d'événements choquants. Bon, là, on est énormément actuellement sur ce qui se passe avec la mort de ce jeune garçon. Effectivement, pour plein de raisons, c'est absolument révoltant. Et on voit bien que, de mon point de vue, et je peux me tromper bien sûr, mais moi j'ai l'impression que chacun joue son rôle et que quelque part,
le fait que chacun joue ce rôle des extrêmes, de discours totalement excessifs, totalement décalés, totalement inaudibles même, tellement il manque d'humanité. Et finalement, derrière ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'intérêt de la gouvernance au plus haut niveau est probablement d'aller vers une forme de guerre civile et probablement d'agiter les extrêmes. D'ailleurs, on le voit, me semble-t-il, dans le fait que le président ait rejeté dos à dos les deux extrêmes dans une histoire où, à ma connaissance, il n'y avait qu'un seul extrême qui était en cause. Donc, mais en faisant ça, il se doute bien qu'un tas de gens vont réagir, un tas de gens vont voir le côté parfaitement injuste de la chose, mais ça les sert de toute façon, parce que tant qu'on glose, tant qu'on se dispute, tant qu'on s'oppose les uns aux autres, ça fait le jeu de la confusion et de la soumission qu'ils attendent de nous. C'est comme si nous agitaient des chiffons rouges, avec des affaires qui par ailleurs sont réelles et sont terribles, mais pendant qu'ils nous agitent ces chiffons rouges, les vrais dossiers à côté, ils avancent, en tout cas ils espèrent les faire avancer. Et ça, il faut vraiment être très méfiant là-dessus, très, très prudent, très attentif. Alors justement, dans cette stratégie qui amène au renoncement, finalement, à l'acceptation, on retrouve le renoncement aussi de révolte, du sentiment de révolte. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, il y avait un enthousiasme populaire. Vous en parlez là, notamment avec les événements tragiques et qui ont eu lieu en France et notamment avec le décès de Quentin. Il n'y a plus de révolte. On ne sent pas aujourd'hui un renouveau ou une capacité des gens à reprendre le pavé comme ça a été justement pendant les Gilets jaunes. On sent qu'il y a véritablement que le travail de SAP a peut-être fait son œuvre, que le renoncement a été acté par les concitoyens. Écoutez, je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir derrière ça aussi une forme de sagesse, au sens où on a bien compris que si on battait le pavé, eh bien, on allait se faire laminer. Je crois que ça, c'est malheureusement assez clair, et les Gilets jaunes l'ont vécu dans leur chair, et ils nous l'ont montré. Donc, je ne sais pas s'il y a probablement, sinon un renoncement, du moins un déni et un abrutissement d'une partie de la population, mais il y a aussi toute une partie de la population, dont nous faisons partie, je crois, nous et nos auditeurs aujourd'hui, qui est de plus en plus conscient, au contraire, de ce qui se passe. Simplement, je pense que la question qui se pose, c'est quelle est la bonne façon de résister ou de combattre ou de jouer contre cette perversion à l'œuvre. Comment faut-il s'y prendre? Et c'est sûr qu'à mon avis, il faut beaucoup plus s'y prendre par la ruse que par nos moyens habituels de manifestation, de démonstration, etc. Les manifestations ont été utiles et très importantes, je pense, notamment pendant les années Covid, aussi parce qu'elles ont permis aux gens de se connaître et de se regrouper, de former des associations, de s'unir, et ça a été, et probablement d'ailleurs de faire reculer des projets qu'ils pensaient avancer beaucoup plus vite et qu'ils ont dû ralentir. Ça, c'est très probable. Mais aujourd'hui, on a un peu dépassé ça. Et on voit bien que s'ils attisent le feu, c'est parce que le feu leur est utile. Donc, des gens qui descendraient dans la rue pour, je ne sais pas, se saisir de l'Élysée ou des choses de ce genre, ce serait certainement un très, très mauvais calcul et ils nous attendent, ou ils attendent le peuple, certainement, de ce côté-là. Alors, Emmanuel Macron avait eu quand même très, très peur. Ceci dit, il a eu des journées où véritablement, on le sait aujourd'hui avec un recul, un hélicoptère était prêt à décoller pour l'exfiltrer de l'Élysée. Il a vraiment pris peur de ce mouvement populaire. Alors, cette stratégie du pouvoir, finalement, c'est une stratégie par la peur. C'est ce que l'on voit notamment sur la fin d'année. Je pense à nos camarades de cette chaîne, notamment Xavier Moreau, je pense à Jacques Beau et à tous les autres qui ont été bannis, et qui ont été qu'on a fait disparaître en fait. Voilà, c'est comme quelque chose qui deviendrait poussière, qui disparaîtrait, qu'on voudrait voilà, ne plus pouvoir, ne plus avoir à voir, ne plus avoir à entendre la voix. Il y a vraiment cette violence sur les concitoyens qui a été faite par, alors, je veux dire, l'Europe ou la France, ça revient au même finalement. C'est à mon sens, c'est le même ensemble globalement. Est-ce qu'on est véritablement dans un petit peu comme 1984, on est vraiment dans cette société, dans cette démocratie qui est en fait une dictature et qui agit par la peur? Oui, ça me paraît évident. On est en voie de totalitarisation, et de dictature aussi, les deux à la fois. Alors que, excusez-moi, je vous coupe, alors, et là, ça rejoint la question
de votre définition préalable de la perversion, alors que l'on dit se battre justement contre les pouvoirs totalitaires. Alors Poutine, Évidemment. la Chine, Trump, tous les autres sont des méchants et nous représentons donc ce fameux camp du bien. Et Bien sûr. finalement, nous sommes le camp du mal pour nos Eh bien, concitoyens. nous sommes devenus le camp du mal. Nous sommes de l'autre côté du mur de Berlin en 1989, effectivement. Et maintenant, ce sera bientôt le reste du monde qui pourra nous regarder. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils font. Quand on voit combien les Américains, mais aussi les Russes, sont en train de... Je pense qu'ils parlent aux populations dans leurs différents discours. C'est aux populations qu'ils s'adressent quand ils nous disent que nous sommes en déclin civilisationnel, que nous avons des mœurs satanistes, des choses de ce genre. C'est pas aux dirigeants qu'ils s'adressent, parce que les dirigeants sont tout à fait au courant. Ils sont en train de dire aux populations, voilà dans quoi vous êtes. Ils nous le disent de l'extérieur. Donc c'est clair que là encore, les choses sont inversées. On a longtemps cru qu'on était le camp du bien et on nous le disait beaucoup et on pouvait espérer le croire. Eh bien, les choses sont totalement contraires à ça. Ça, je crois que c'est vraiment le niveau un peu standard, si j'ose dire, un peu de base auquel toute personne qui entend lutter contre ce système et retourner à des valeurs véritablement démocratiques et humaines, il faut vraiment partir de là. Il faut bien comprendre dans quoi nous sommes. Tout est inversé, je le répète, tout est inversé. C'est trop clair. Vous avez raison. Alors, je ne sais plus si c'était en 2023 ou 2024, il y avait ce discours de Vladimir Poutine et qui effectivement, parlant de la guerre aujourd'hui en Ukraine, Ukraine-Russie, a en fait changé le champ de bataille en disant non, nous sommes en guerre, dans une guerre idéologique finalement, Tout à fait. contre la perversion de l'Occident, contre ces pertes des valeurs. Le président Poutine avait effectivement indiqué que le terrain n'était pas le champ de guerre n'était pas finalement la question de l'Ukraine, elle était celle du monde occidental et de la société occidentale telle que nous la vivons aujourd'hui. Face au modèle russe que le président Poutine prétend mener. Voilà, donc on est véritablement aujourd'hui dans un combat. Vous avez parlé tout à l'heure de bien, de mal. On est vraiment dans un combat aujourd'hui entre le bien et le mal. Je le pense personnellement, de manière non réductrice là encore, puisque là encore, il ne s'agit pas non plus d'idéaliser le régime de Vladimir Poutine. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, rien n'est idéal. Mais il y a quand même, par exemple, des gens qui se retournent clairement contre leur population et d'autres qui les protègent. Ça, c'est un critère. L'objectif de dépopulation que nous avons vu pendant les années Covid et qui est visiblement revendiqué, par exemple, par quelqu'un comme le président de BlackRock, si l'on en croit les échanges de mails avec Epstein, qui dit très clairement que c'est un processus qu'il faut développer et qui est utile et qui est important. Je n'ai pas l'impression, mais j'ai peut-être pas les renseignements qui collent, que ce soit nécessairement vrai dans le reste du monde. Je veux dire, nous avons un problème au niveau de l'Occident, là, très clairement. Et donc, même si rien n'est idéal dans le reste du monde et qu'il y a partout un tas de problèmes et que la démocratie n'est pas du tout installée très, très, très souvent, il y a quand même une gradation, à mon avis, dans la dangerosité pour les populations de ce que nous vivons. Il me semble qu'en Occident aujourd'hui, en Europe en particulier, j'appelle Europe l'Union européenne en l'occurrence, puisque c'est quand même une des origines principales de ce totalitarisme en marche, nous sommes à un niveau de danger extrême, peut-être un des plus importants au monde aujourd'hui. C'est quand même incroyable d'avoir à se dire ça quand on a vécu comme moi un certain nombre d'années dans un pays comme la France. On nous disait le pays des droits de l'homme, le pays de la démocratie. Et bien là, il n'y a plus qu'à courir, il n'y a plus qu'à partir en fuyant. Les populations sont en danger, elles sont atteintes à tous les niveaux. J'en parlais encore hier, les enfants sont particulièrement visés de manière abominablement perverse, à la fois pour les transformer, puisque bien sûr ils sont l'avenir et qu'on veut en faire des gentils toutous pour la doxa future, mais ils sont aussi visés de manière abominablement perverse comme victimes de perversité pédocriminelle. Les personnes âgées sont visées pour être soi-disant économiquement plus intéressante. Ça, c'est notre euthanasie économique dont on parlait tout à l'heure. Et peut-être aussi, selon moi, parce qu'au-delà de 50 ans, les gens ont vécu et ont connu à la fois une éducation et un pays et des modes de fonctionnement
qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut nous imposer. Donc nous Hmm. avons un moyen de comparer. Nous savons ce qu'est un pays. Oui, c'est exactement ça. C'est que on a l'impression d'un changement qui est en marche accélérée. Oui, L'arrivée du wokisme. On parlait tout à l'heure des enfants. Cette volonté de les faire douter dans dans leur corps, dans leur personnalité, cette déstabilisation. Il y a véritablement, je trouve qu'effectivement, on a véritablement en Occident une société qui est en train de se déstructurer totalement. oui. Euh, Il y a un vrai c'est le travail de oui, destruction. Il y a un vrai c'est travail le de destruction des voilà, psychés, en fait. Hein, c'est ça. il s'agit Voilà. vraiment d'abîmer le cerveau des gens, de détruire les psychés. Pour les enfants, c'est manifeste. Pire encore que ce que nous avons évoqué là, il y a par exemple les programmes comme Evars. Il y a le fait, on sait très bien, d'aller parler de sexualité tel qu'ils avaient prévu de le faire. Hein. Là, ils ont un peu reculé en primaire, mais bon, ça marche. La perversion, ça marche toujours comme ça. Hein. Dès que vous êtes ferme avec eux, ils reculent d'un pas. Mais dès que vous regardez ailleurs, ils réavancent. Donc il faut vraiment être d'une fermeté considérable. Bon, là, ils ont un tout petit peu reculé, mais le fait même de continuer à vouloir éduquer à la sexualité à l'école est un non-sens absolu, contre lequel, il y a 25 ou 30 ans, la France entière aurait été dans la rue. Alors, ceci dit, à l'âge où, enfin, à la période où on parle d'Einstein, si on ramène à la France et à Jacques Lang, il y a eu des manifestes qui étaient complètement inacceptables Bien sûr. aujourd'hui et qui l'étaient, je crois, c'est fin des années 70, début années 80. Oui, On a oui. eu des prises de position à la télé. Euh, de personnalités politiques, de philosophes, etc., qui étaient complètement écœurantes et qui aujourd'hui seraient, je l'espère, condamnées, mais qui avaient lieu en grand public. Oui, mais c'est là que, bien sûr, les populations ont toujours une part de responsabilité. Nous avons longtemps regardé ces gens-là ou ces choses-là émerger comme étant des fantaisistes complets, des gens hyper minoritaires qui jamais ne passeraient la rampe. Et ils se sont infiltrés progressivement. C'est vrai que, comme le dit Marcel Gauchet, ça a beaucoup correspondu quand même aux années Mitterrand, hein, aux années 80. Il y a eu vraiment là un début de commencement de la fin, on pourrait dire, qui était assez dramatique. Et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est vraiment étayé par des universitaires. Et évidemment, le peuple, la population a sous-estimé ça. C'était tellement énorme. C'était tellement incroyable qu'on puisse penser que des gens voulaient légaliser la pédophilie. Parce que, à l'époque, on appelait ça pédophilie. Maintenant, on parle bien sûr de pédocriminalité. Mais c'était tellement énorme. C'est un peu comme le wokisme. Quand le wokisme est arrivé, moi, la première, je ne sais pas comment nos auditeurs et vous-même vous avez réagi, je me suis dit, ce truc-là est tellement dingue, c'est tellement ridicule de penser qu'il n'y a pas deux sexes et qu'on peut avoir autant de genres qu'on veut. C'est une fantaisie d'universitaire qui s'ennuie. Ça ne va pas durer 10 minutes. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est quand vous avez des moyens financiers considérables, comme c'était le cas de M. Soros, qui a visiblement beaucoup agité ça, eh bien finalement, n'importe quelle bêtise, n'importe quel mensonge, vous finissez par en faire une vérité. C'est juste une question de moyens et de temps. Et ça, les populations l'ont probablement sous-estimé. On a laissé faire, en pensant que c'était tellement incroyable que ça ne passerait jamais la rampe. Alors c'est intéressant ce que vous dites, finalement, cette perversion politique, elle est le facteur donc des acteurs politiques qui manœuvrent, mais elle est aussi le fait des acteurs, notamment des ONG, vous citiez Soros, enfin il n'y a pas que lui, de tous ces acteurs de l'ombre, de ces financiers de l'ombre, on pourrait parler de Pierre Berger, si on ramène à la France, qui permettent aussi la réalisation politique. Oui, Le mais financier, l'économique est finalement le maître d'œuvre, et puis le politique n'est plus ni moins que la marionnette. tout à fait. Mais ce qu'on découvre aussi, ou en tout cas ce que l'affaire Epstein nous révèle en grand volume, hein, sur grand écran, c'est l'incroyable lien de tous ces gens. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se tiennent tous les uns les autres, et ils sont tous, si j'ose dire, cul et chemise, ils sont tous dépendants les uns des autres, et ils contribuent tous à cette gigantesque toile d'araignée
probablement pour des raisons différentes, certains par intérêt financier, puisqu'il semble qu'il y ait eu énormément de délits d'initiés, d'autres par perversion Par vice. sexuelle, par vice, tout à fait, d'autres encore par désir de pouvoir, d'autres par opportunisme. Enfin, vous avez 50 000 raisons et probablement 50 000 au moins différences psychopathologiques de ces personnes, mais en même temps, à un moment donné, elles ont toutes le même intérêt et elles contribuent à cette toile araignée nauséabonde, épouvantable. Et c'est comme du coup si finalement les populations vivent une vie sur un plan qui n'a rien à voir avec le plan entre guillemets supérieur, je veux dire juste en termes de hauteur, ce plan supérieur qui manigance tout, qui organise tout, qui vampirise les populations, et nous vivons sur deux plans différents qui ne se rencontrent même pas. Sauf que nous sommes en train de nous rendre compte maintenant que nous n'étions pas dans la vraie réalité. Ça, c'est très net. Je remets la couverture de votre livre à l'écran, donc Gouvernance perverse. Alors justement, dans ces 50 nuances de perversion, dans ces 50 nuances de gouvernance perverse même, quelle est la place de notre président Emmanuel Macron? Est-il un pervers? Il y a certainement un peu de ça c'est tout à fait probable. Vous savez, c'est assez complexe. J'aime pas tant que ça me prononcer sur ce sujet parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Il peut être aussi tout à fait manipulé, il a pu... Honnêtement, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a des personnes comme Bertrand Scholler qui lui donnent un rôle extrêmement important, comme s'il était l'araignée au milieu de la toile. Moi, je ne le pense pas, mais je peux tout à fait me tromper. Pour beaucoup de raisons. Je ne le pense pas non plus. Donc je ne le pense pas. Je pense que c'est un outil. Oui, je le pense aussi. Mais alors, bon, ce qui est certain, ce que nous savons aussi maintenant, c'est que des êtres sont programmés avec les fameux programmes MK2. Nous savons qu'il y a des gens qui ont été maltraités eux-mêmes aussi d'ailleurs pour être programmés pour mener des actions. Bon, ça pourrait être une hypothèse également. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais j'avais pas prévu que vous me feriez cette passe aussi magnifique. Emmanuel Macron, on va pas rentrer sur la question de son épouse. On va rester sur ce que l'on sait qui est factuel. C'est quand même un enfant qui a été abusé par une personne comment on appelle ça, en possession d'autorité ou en il y a un terme. Détentrice de l'autorité, tout à fait. Détentrice de l'autorité. Donc, c'est forcément quelqu'un qui doit avoir une instabilité. Je ne suis pas psychologue comme vous, mais ça me semblerait tout à fait cohérent qu'un enfant qui a subi ce traumatisme est forcément un adulte avec des problématiques, ou je dirais un besoin en tout cas d'accompagnement. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Moi, je me souviens que j'avais lu sa biographie par, je crois que c'est Agnès Fulda, en 2017, au moment où il apparaît vraiment, où il sort vraiment du bois. Parce que il sort du maquis. Les conditions de son apparition, déjà, sont complètement folles. Enfin, il n'y a pas que moi, bien sûr, on a été nombreux à se dire, mais comment peut-on sortir comme ça un homme de nulle part, qui n'a jamais eu de responsabilité, que personne ne connaît? Bon, c'était très douteux. Et même sans connaître déjà ce que vous évoquez à l'instant, il y avait beaucoup d'éléments qui posaient question. Le fait qu'il était visiblement très peu proche de ses parents, particulièrement peu proche de son père. On sait que dans toutes les questions de psychopathie ou de perversion, il y a souvent un rapport, un déni du père, en fait. Il y a un père absent ou un père qui est méprisé ou qui est haï. Les rapports avec son père sont assez étranges. Avec sa mère, on ne sait pas trop non plus. Il y a une grand-mère très présente, ce qui a toujours tendance à favoriser un narcissisme. Enfin, je ne veux pas trop catégoriser, mais on sent un enfant qui n'est pas pris en main par une paire de parents qui le cadre et qui, quelque part, s'échappe déjà vers des autorités dont on sait qu'elles sont déjà beaucoup plus conciliantes et beaucoup plus favorables pour un narcissisme quelconque. Il y a beaucoup d'éléments qui sont extrêmement troublants. Mais il y a aussi beaucoup d'hypothèses différentes et je ne tiens pas à m'y risquer. Ce qui est certain, c'est que c'est une personnalité qui est pathologique, ça c'est évident. C'est évident. Il y a absolument zéro empathie. Ça, c'est une des caractéristiques même de la psychopathie, l'absence de sentiments, le fait que tout est joué, les sentiments, les émotions, quand il y a un drame ou autre. C'est joué. Et quand on est un peu intuitif et qu'on voit bien que c'est joué. Voyez. Alors, Jean-Dominique Michel, qui a préfacé votre livre d'ailleurs,
Oui. nous avait fait le plaisir il y a quasiment un peu moins d'un an, de venir sur cette chaîne. Et puis on avait fait une émission sur un thème assez similaire qui était très intéressante comme émission. Et il nous avait dit, mais euh, parlant d'Emmanuel Macron, cela se voit même physiquement, c'est-à-dire qu'il a des rictus ou des attitudes, des micro-attitudes en fait, où peut-être il y a un relâchement du contrôle permanent Oui, de oui, son apparence et oui, où alors comment il avait appelé ça? Je pense qu'il y avait il avait décrit Emmanuel Macron comme quelqu'un qui était finalement un jouisseur du mal qu'il provoquait ou ou du ah, chaos qu'il instaurait. ça, c'est typique de la perversion. Il y a aussi des sortes de passages à l'acte, hein. Il y a eu quelques, si vous vous souvenez, il y a eu quelques passages dans des matchs de football ou autres, où d'un seul coup, il part, voyez, il fait des gestes grandiloquents, il se met en scène de manière, bon, que normalement, quelqu'un qui tient cette position, qui tient ce poste, bon, il fait ça devant, à l'Élysée, devant sa télé, mais il ne fait pas ça devant tout le monde. Bien sûr, il y a des échappées. Il y a des échappées à différents niveaux. Moi, il y a une chose qui me fait toujours très plaisir, notamment quand je fais des émissions où il y a un public ou autre et qu'on a quelques échanges, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne peuvent plus l'écouter. Ils ne peuvent plus l'écouter parce qu'ils ressentent un malaise, un mal-être. Et ça, moi j'appelle ça de l'intuition. Bon, l'intuition, on sait qu'il faut la nettoyer un petit peu, hein, il peut y avoir des projections dedans ou des choses qui appartiennent à l'histoire de la personne, mais c'est quand même important d'en tenir compte parce que effectivement, ça veut dire qu'on sent des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas franches, qui sont surjouées, jouées, surjouées. Voilà, on n'est pas dans de l'authentique, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous en parliez notamment dans un interview que vous aviez réalisé chez nos amis de Toxin alors nous on l'a mis également en générique sur Ah notre bon? chaîne, le fameux Nous sommes en guerre, donc on Oui, revient à la période oui. Covid finalement, Ah et oui, on sent sur son visage, c'est vrai que moi je vais souvent il y a- regarder, enfin, j'avoue à chaque fois qu'on lance une émission finalement quelque part, mais on se demande s'il n'est pas heureux, bien sûr. si Il y c'est a pas absolument, c'est un oui. chouette moment pour lui. Ah mais totalement. Il y a dans le regard quelque chose qui pétille. Pour moi, c'est évident. Il y a une jouissance dans le regard. Nous sommes en guerre. Ah, 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 ah. Mm. J'ai une super annonce à vous faire. Je me régale de vous la faire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a absolument aucune, là encore, aucune véritable empathie. Il n'y a pas le côté extrêmement centré, extrêmement intense de l'instant qu'on pouvait avoir avec un Churchill, un De Gaulle. Enfin, vous savez, la conscience de l'histoire, la conscience du moment historique et de l'importance que le chef soit là devant ses troupes à dire ne vous inquiétez pas, on est ensemble, le moment est grave, mais on va y arriver, quoi. Et là, on pouvait dire on va au bal dans un quart d'heure, c'était exactement le même genre de choses. Non, il y a des décalages comme ça. C'est souvent comme ça qu'on repère le pathologique finalement, hein, des incohérences entre ce qui est dit et l'attitude corporelle de la personne, ou entre une série de déclarations qui ne correspondent pas à la situation. C'est vraiment des choses, il est vraiment, et je pense d'ailleurs que parmi les personnes qui ont compris ce qui se passait pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'intuition. Moi, quand je discute, je vais pas mal en province, rencontrer les gens directement, et quand je discute avec les personnes, je vois bien qu'il y a eu beaucoup d'intuition, beaucoup de malaise presque corporel, de choses, ça colle pas, quelque chose qui va pas. Et c'est très précieux, ça. Il faut pouvoir l'interroger, il ne faut pas s'y fier à 100% comme si c'était la vérité incarnée, là encore, mais c'est souvent des messages qu'il faut savoir entendre et ensuite te dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai ressenti ça? Quel sens ça peut avoir? Alors, la gouvernance perverse, finalement, c'est c'est la volonté de contrôler, de dominer par la peur, par le chaos, on l'a Oui, vu. par le chaos aussi, bien sûr. Finalement, j'aurais envie de vous dire, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en libérer? Oui, oui, Et je, je, comment? le- je le pense et de toute façon, on n'a pas le choix. Bien sûr qu'il faut s'en libérer. Je pense qu'il faut. La première étape, c'est de comprendre et d'avoir ce que moi j'appelle le courage de la lucidité. Parce que ça demande beaucoup de courage, hein, de se rendre compte à quel point les choses sont pensées et à quel point elles sont quelque part machiavéliques, mauvaises, hein. C'est important de s'en rendre compte et en même temps, bon, on ne peut pas dire que ça donne le moral immédiatement. Donc il y a un vrai courage à avoir dans le fait de comprendre et d'être lucide sur ce qui se passe. Après, il faut bien sûr beaucoup de fermeté en fait. Il faut énormément de fermeté.
Il faudrait vraiment que chacun d'entre nous, là où nous sommes, à notre niveau de responsabilité, que ce soit avec nos proches, les gens qui nous entourent, dans le travail, que nous ne laissions pas passer tout ce que nous avons laissé passer, que j'illustrais tout à l'heure. Moi, la première, j'ai évidemment laissé passer des choses en disant « Oh là là, bon, c'est fantaisiste, c'est pas si grave, etc. » Non, il faut plus rien laisser passer. Quand un mensonge est dit, il faut être capable de dire, écoutez, ça, je crois pas que ce soit comme ça, c'est pas la vérité que j'ai vue, etc. Il faut être capable d'avoir une parole pour les gens qui sont maltraités en entreprise, de dénoncer des choses qui ne fonctionnent pas. Si chacun se redresse dans cette logique-là, en ne cédant plus, hein, il faut aussi retirer notre consentement à ce système, mais vraiment le retirer dans les actes et peut-être surtout dans le consentement, vous voyez, plus subtil, dans le consentement intérieur, ce qui demande beaucoup de cohérence et beaucoup de vertus. Je parle des vertus dans mon livre, c'est pas un thème très à la mode, mais je pense qu'il faut qu'il revienne un petit peu à la mode. Vous savez, la vertu, c'est la radicalité du comportement. Il faut que ton oui soit oui, il faut que ton non soit non, nous dit la Bible, que j'aime bien citer de temps en temps. Et ce que nous demande le pervers, c'est toujours un oui mais ou un non mais. Bon, non, on ne va pas vers l'euthanasie, mais on pourrait peut-être commencer à faire un peu d'aide à mourir, etc. Et là, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que quand on commence à rentrer dans la discussion avec les pervers, c'est un peu comme avec le diable, hein. Il y a un dicton qui dit pour dîner avec le diable, il faut une longue cuillère. Moi, je recommanderais plutôt de ne pas dîner du tout avec le diable, parce que dès que vous commencez à rentrer dans la discussion, non, mais il n'est pas question de faire ça, mais toute discussion commence en général finit surtout par un accord entre les deux qui a fait bouger celui qui a raison. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en psychologie. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est un biais, mais je ne sais plus comment se nomme ce biais. Mais à partir du moment, imaginez que quelqu'un est une position de vérité, hein, sur un sujet précis, il a la vérité. Un autre a une position manipulatoire. Il sait que ce n'est pas la vérité, mais il va tenir un mensonge. À partir du moment où les deux dialoguent, il y a des témoins autour qui les écoutent, la vérité va diminuer. La vérité, la position de vertu et de vérité va se trouver pervertie par son dialogue avec le mensonge. Regardez ce qui se passe, regardez ce que nous fait Mélenchon actuellement sur ce qui se passe avec Quentin. Regardez le fait de pouvoir à ce point compromettre un fait constatable par tout le monde, et le fait de devoir discuter avec quelqu'un qui est d'une telle mauvaise foi, parce que c'est purement manipulatoire son affaire bien sûr, et de se trouver obligé de discuter avec lui, et finalement à un moment donné pour les gens qui sont témoins de cette conversation, ben finalement c'est mi-figue mi-raisin. Ça se termine toujours un peu par c'est moitié, celui qui avait raison, la vérité, oui, il y a un petit peu de vérité, mais il n'y a pas de fumée sans feu, il y a sans doute aussi un petit peu de l'autre côté. Et voilà comment on abîme le vrai. Voyez, et c'est pour ça qu'à certains moments, il ne faut pas discuter. Il faut dire non, c'est non. Et je n'ai même pas besoin de vous dire pourquoi c'est non. Bon, eh ben, écoutez. Les personnes âgées, non, je ne veux pas, c'est non. Et je n'ai même pas envie de discuter avec vous pour vous dire pourquoi c'est non. Vous voyez, c'est très intéressant ce biais. Hein. Le nom m'échappe, mais le processus est très important. Eh ben, c'est des sujets absolument passionnants, en tout cas, qu'on a traités dans ces 45 minutes ensemble. Marion Saint-Michel, 1000 fois merci. Alors, on va réafficher la petite couverture de notre émission. Non, on va même réafficher votre livre. Ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Ce livre, Gouvernance perverse, on peut le trouver n'importe où, par Internet, chez vos libraires. Voilà. C'est très simple. Les libraires, il faut souvent le commander, mais vous savez que tous nos livres de dissidents, ils sont plutôt à commander souvent. Hein. Voilà. Et puis, si vous ne voulez pas perdre de temps, vous allez sur les grandes plateformes. Je l'ai vérifié, il est disponible partout, donc il n'y a véritablement aucun souci. Gouvernance perverse, la décoder sans libérer, voilà, c'était ma question, comment on s'en libère? Vous avez abordé le début de la réponse. Un petit début. Voilà, la réponse totale sera dans votre livre. Et moi, je rappelle à toutes et à tous que on est un canal résistant et militant, donc on n'a aucune subvention, on n'a que votre soutien et il est important. Donc vous le voyez au-dessus de la petite vignette, il y a un j'aime, il y a un abonnement à la chaîne, il y a l'activation de la petite cloche pour avoir les notifications. On se retrouvera dimanche dans Divergence avec Fabrice.
Sorlin et Xavier Moreau. On se retrouvera la semaine prochaine avec Claude Janvier. On aura prochainement un nouveau débat entre Xavier Moreau et Alain Soral. Voilà, il y a plein de choses. Nicolas Mirkovic qui reviendra après la fin de sa promotion, lui aussi, sur son nouvel ouvrage. Donc, il y a plein d'émissions. Activez la cloche pour avoir les notifications. Et puis, si vous voulez nous soutenir, comme on n'a pas, nous, comme France Télévisions ou France Inter, on n'a pas de subvention d'État, mais le seul appui qu'on a, c'est vous, véritablement. Donc, c'est important. Prenez le petit QR code avec votre téléphone portable, avec la caméra de votre téléphone portable, ça vous permettra de faire un don. Voilà. N'hésitez pas à soutenir Divergence Politique et puis l'ensemble des autres chaînes, Égalité, Réconciliation, TV, Liberté, GPTV, tous nos amis Toxin, on en parlait tout à l'heure, voilà, tous nos amis qu'on salue ici. Marion Saint-Michel, 1000 fois merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci ça, à vous. Ça a été un chouette moment. Mais je pense qu'on a un avis sur notre président qui est identique. Donc. Je crois que beaucoup de gens le partagent, oui, malheureusement, sans doute. Assez. Voilà, on n'est pas encore assez nombreux. Donc, écoutez, voilà, pour s'en libérer, ce sera en 2027. Oui, oui. De lui peut-être, mais pas nécessairement du système. Ah, il faudra. À très bientôt sur Divergence Politique. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.